Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition de ce vendredi 5 février. Les titres développés ce soir sur TV7. Alors que la décrue semble amorcée, l'heure est au nettoyage dans les maisons et à l'entraide pour ceux qui ont encore leurs habitations sous les eaux. Reportage dans ce journal. Les vacances de février débutent pour la zone A et les contrôles se renforcent sur le couvre-feu à 18h. De quoi en surprendre plus d'un, suivi d'une opération de contrôle dans cette édition. Enfin, les trottinettes envahissent littéralement les trottoirs des centres-villes. Il faut dire qu'elles sont devenues un véritable moyen de transport à part entière. La météo pour ce week-end, il pleut toute la semaine, toute la journée de ce samedi. Des précipitations qui ont tendance à diminuer un peu en fin de journée. Dimanche, il pleuvra toujours, mais le soleil devrait faire quelques rares apparitions. Le thermomètre affichera sur la Nouvelle-Aquitaine entre 9 et 14 degrés. Et comme je le disais, la décrue semble enfin s'amorcer dans le Val-de-Garonne en Sud-Gironde. Elle sera longue. Certains villages comme ceux de Barry ou de Bourdelle sont encore coupés du monde. Pour ceux qui ont vu leur maison en partie inondée, l'heure est au nettoyage et au pompage des eaux. Franck Poirot. La décrue à peine entamée dans le quartier du Rouergue à La Réole, l'heure est au pompage et au nettoyage. Ses habitants ont vu l'eau envahir leur habitation dans la nuit de mercredi à jeudi. Le niveau de la Garonne, malgré une hauteur d'eau flirtant avec les 9,70 m, n'est pas passé au-dessus des digues de béton qui protègent ce quartier. Elle est arrivée par l'arrière en inondant cette vaste plaine de plusieurs milliers d'hectares. Du côté des habitants, notamment pour les plus anciens, c'est avec une certaine philosophie que l'on gère la situation. Jean-Denis Jaubert a marqué dans son garage le niveau de l'eau atteint par les caprices du fleuve, quelques dizaines de centimètres hier, une cinquantaine de centimètres au-dessus en 1981, et enfin celui de 1930, situé à plus de 2,20 m de hauteur. Je savais, en venant ici, habiter ici, je savais que la Garonne débordait. Je le savais pertinemment et j'ai choisi ce coin parce que c'est un coin idyllique, normalement. Mais bon, bien sûr, comme je vous disais tout à l'heure, il y a des fois où il faut vous l'avez l'exemple ici, il faut vivre avec. Il faut éviter d'aménager les sous-sols, évidemment. C'est les fameuses maisons de plein pied. Dès qu'il y a un débordement, vous avez des gros dégâts. Moi, je n'ai pas de dégâts, j'ai rien, quoi. J'ai absolument rien. Les pompiers pompent les canalisations d'évacuation des eaux de pluie, l'eau est rejetée dans le fleuve, les habitants et services municipaux sont à pied d'œuvre, tous s'entraident pour tenter de retrouver un semblant de normalité le plus rapidement possible. Une solidarité indispensable pour Christian Delay, un habitué des caprices du fleuve, il vit ici depuis une trentaine d'années. Je vous dis, même les riverains du quartier, tout ça, tout le monde était... ils sont passés, on a essayé de s'aider, on a essayé de... Non, là, franchement, il y a une très 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 bonne entente, coopération. C'est important parce qu'il y a beaucoup de personnes âgées qui vivent seules. Elles étaient carrément paniquées. Donc il fallait bien les aider aussi. Le flegme des anciens face à cette situation ne prévaut pas chez tous les habitants de ce quartier du Rouergue. Face à la montée des eaux, dans leur maison, certains habitants ont dû agir vite pour protéger leurs biens. Et à l'heure du nettoyage, certains d'entre eux pensent déjà à l'après. C'est le cas de Éric Luflade. C'est pas rassurant du tout, même c'est angoissant parce que le problème c'est après. Ça inonde, à quel niveau, et puis il faut faire marcher les assurances. Enfin, je veux dire, il y a tout un cycle qui arrive. Puis le nettoyage, changer les meubles, etc. Quoi. Je veux dire, même si on a l'habitude, c'est pas plaisant non plus, quoi. Selon un dernier bilan, 170 foyers seraient sinistrés dans le Réolais. Le nettoyage et les opérations de pompage devraient durer encore un certain temps. Quant à la Garonne, sa décrue a commencé. Son niveau est repassé ce vendredi matin sous la barre des 9 mètres. L'évacuation de toute l'eau accumulée sur plusieurs milliers d'hectares de terre devrait durer plusieurs semaines. Et en Gironde, ce sont 25 routes départementales qui restent pour l'heure fermées. Et comme vous le voyez sur ces images prises par Laurent Tellier depuis le ciel, les quantités d'eau répandues sur les zones inondées sont impressionnantes et demanderont, comme c'était expliqué dans le reportage précédent, certainement plusieurs semaines pour s'évacuer. Conséquence directe des fortes pluies des dernières semaines, les dernières analyses effectuées sur les coquillages ont révélé la forte contamination des palourdes, notamment en provenance du bassin d'Arcachon par des bactéries Escherichia coli. Les activités de pêche et de commercialisation destinées à la consommation humaine de palourdes en provenance du bassin sont donc interdites. Les lots pêchés sur cette zone depuis le 3 février, je crois, sont donc retirés de la vente. La Nouvelle-Aquitaine, particulièrement impactée par les dernières intempéries, le réseau ferroviaire en a par ailleurs fait les frais. Sur les lignes Bordeaux-Hendaye, certaines portions restent soumises à un ralentissement suite aux inondations. Et sur la ligne Agen-Périgueux, un éboulement bloque depuis le 1er février la section entre Mont-Sampron, Libos et Agen. Plus d'informations sur la circulation des trains sur le site SNCF Nouvelle-Aquitaine.
Un dernier point enfin sur les classes et écoles fermées pour cause de Covid alors que les vacances scolaires débutent dans l'académie. 5 établissements étaient donc fermés à ce jour et 42 classes. 620 élèves sur les 577 000 que compte l'académie sont concernés par la Covid-19 et 42 personnels. Télétravailler partout où c'est possible est donc un impératif, c'est ce qu'a rappelé hier soir le Premier ministre Jean Castex lors de sa conférence de presse. Ce matin, nous sommes donc allés à votre rencontre pour recueillir votre avis sur cette nouvelle pratique. Moi, ça me fait me poser des questions par rapport à la condition de l'individu qui n'aurait plus besoin de sortir de chez lui, qui aurait accès au cinéma, qui pourrait se faire livrer de la nourriture, qui pourrait rester chez lui H24. Ma copine, elle est en télétravail depuis 2 ans. Et alors au départ, ça a été pas forcément facile à s'adapter parce que ça peut être difficile de devoir travailler dans la même pièce où on vit, où on mange, où on dort. Si en l'occurrence on vit dans un studio. Je ne suis pas en télétravail parce que dans le domaine du syndic de copropriété, on exerce avec l'envoi de beaucoup de documents. Donc le télétravail est limité, où on essaie de faire tourner en tout cas l'équipe une fois de temps en temps, mais ça réduit la possibilité du télétravail quand même. J'ai l'habitude d'avoir du contact avec les gens, à travailler en équipe. Et ça, c'est bon, même par téléphone, même par visioconférence, c'est pas la même chose. Et vous n'avez pas les mêmes relations avec les clients non plus, donc bon, c'est vraiment très très différent. Et puis je pense il faut accompagner ces gens dans cette nouvelle pratique, parce que c'est une nouvelle pratique, et qu'on va peut-être devoir continuer pendant un petit bout de temps. Et opération coup de poing hier soir au péage de Virsac sur l'autoroute A10. Objectif, renforcer les contrôles du respect du couvre-feu à la veille des vacances de février. Entre fait de surprise et résignation des automobilistes, les gendarmes ont arrêté plus d'une centaine de voitures. Reportage sur place avec Bénédicte Dohain. Normalement, il vous faut une attestation dérogatoire de déplacement pour pouvoir circuler après 18h. Ce jeudi soir, toutes les unités de gendarmerie de Nouvelle-Aquitaine sont mobilisées sur les routes. Une opération zonale qui marque le durcissement des contrôles du respect du couvre-feu. C'est un message évidemment de contrôle, de vérification, que tout le monde a son attestation parce qu'après 18h, nous sommes en couvre-feu et c'est une exigence. C'est aussi un message de prévention parce que toutes les personnes qui passent voient que le contrôle est présent, dissuasif. Vous savez, le Premier ministre vient de le redire ce soir, nous avons la possibilité d'échapper à un nouveau confinement. Ça suppose d'être sérieux. Ce soir-là, 600 gendarmes vérifient les attestations des automobilistes de toute la Nouvelle-Aquitaine. Des automobilistes surpris par cette opération. Là, oui, parce que je sais qu'ils sont souvent là, mais ils contrôlent rarement. Et là, et pour une fois, c'est vrai que je trouve qu'il y a beaucoup de monde engagé. C'est un peu inattendu en fait. Parce que on va tous un peu à nos occupations et tout professionnelles, pour les études et tout ça, et c'est vrai que c'est un peu, on n'est pas forcément prêt quoi. Entre effet de surprise et résignation, les néo-aquitains restent de manière générale respectueux du couvre-feu. Depuis vendredi dernier, moins de 200 PV ont été dressés par cette unité. On reste en revanche extrêmement vigilant sur les gens qui ne respectent pas ces conditions. On en a, et cela, il faut vraiment qu'ils soient verbalisés et sanctionnés. D'autre part, on constate par ailleurs qu'on a encore des fêtes clandestines régulièrement sur le département et que voilà, les bons réflexes ne sont pas acquis par une frange de la population et c'est vraiment celle-là qu'on cible. Sur les 15 derniers jours, les contrôles d'automobilistes ont augmenté de 50% chaque semaine. Georges Dupont-Laït, président de l'APAGE Gironde, l'association départementale qui accompagne 4500 personnes en situation de handicap, appelle donc à une vaccination généralisée de ces personnes et de leurs aidants. D'après nos instances nationales, la ministre aurait dit oui à une vaccination dans les masses et les femmes, les maisons d'accueil spécialisées, les foyers d'accueil médicalisés. Pour l'instant, nous n'avons rien vu. Que l'on démarre très rapidement, immédiatement, la vaccination. Et pas simplement pour quelques établissements, mais pour l'ensemble des personnes en situation de handicap. Leur fragilité en font des personnes, quel que soit leur âge, prioritaires dans cette vaccination. Et si nos habitudes du quotidien ont été bousculées par la crise sanitaire, ce qui peut provoquer quelques difficultés chez certains, cela l'est encore plus pour les personnes handicapées. Alix Fourcade.
Alexandra est en recherche d'emploi depuis 2017. Elle a participé la semaine dernière au programme Boostons nos talents avec un but, retrouver un travail, mais dans un contexte un peu particulier. Avec les conditions sanitaires, on ne sait pas si c'est en télétravail ou en entreprise, donc pour l'instant je suis un peu en stand-by à ce niveau-là. En France, le taux de chômage des personnes handicapées est de 19%. C'est le double du chômage dit ordinaire. Et les chiffres risquent d'empirer avec la crise. D'autres problématiques se posent maintenant. Le port de masque, effectivement, qui n'est pas forcément évidente non plus pour certaines personnes. Et les entreprises restent frileuses déjà à embaucher d'une manière générale sur cette période-là. Donc effectivement, embaucher une personne en situation de handicap représente encore plus un défi que ça a pu l'être auparavant. Malgré cela, les ateliers collectifs, notamment de socio-esthétique, ont été très appréciés par les participants. Le projet Boostons nos talents était très avenant à mes futures idées, etc. Et m'a beaucoup aidé pour tout ce qui est estime de soi, simulation d'entretien, etc. Ça me permet aussi de rencontrer de nouvelles personnes, puis d'élargir peut-être mon champ de compétences voilà, et mon réseau. Car en plus de la quête d'un emploi, ces ateliers sont aussi un moyen de rompre avec l'isolement provoqué par la crise sanitaire. Et les confinements successifs, nous l'avons vu, ont fait évoluer nos façons de travailler. Le domicile est devenu par conséquent un lieu où l'on passe beaucoup plus de temps. Les déplacements limités aussi ont recentré l'attention sur son chez-soi. Du coup, les artisans ont pour certains des carnets de commandes bien remplis à tel point qu'il manque parfois de main-d'œuvre. Là, il va y avoir une baignoire avec ici des vasques. Cet artisan plaquiste est en plein chantier de rénovation. Son client a décidé de refaire entièrement sa maison. Et il n'est visiblement pas le seul. Du travail, il y en a. Je pense que là, moi, j'ai un carnet au moins de 7-8 mois. Quoi. Les gens, c'est sûr que au départ, peut-être qu'ils avaient prévu de partir en vacances. Et puis, en définitive, les restaurants, tout ça, tout est fermé. Donc, peut-être qu'ils veulent investir dans leur maison ou faire des travaux ou de l'aménagement. Quoi. C'est le cas de ce particulier installé à Mérignac, en Gironde. Il a décidé de se faire construire un abri de jardin pour y ranger ses vélos. Quand on a du temps, c'est sûr que c'est agréable d'aménager son propre intérieur. Entre faire le jardin, faire du bricolage, ça fait partie des choses que l'on peut faire quand on est confiné chez soi. Oui. Mais Jean-Marie, le chef d'entreprise, manque de bras pour répondre à la demande. Aujourd'hui, il nous faudrait des chefs d'équipe, un chef d'équipe charpente et un chef d'équipe couverture zinguerie, de façon à avoir des équipes bien structurées. Puis on a pris du retard avec cette année un petit peu difficile, ce qui fait qu'aujourd'hui on a des clients qui ne sont pas tout à fait satisfaits puisqu'on les fait attendre. Des emplois rémunérés 2 500 € net par mois. Donc tu pars d'ici. Même constat sur cet autre chantier situé à Gradignan cette fois. Ce menuisier a fait appel à des jeunes en renfort, mais il aurait besoin de main-d'œuvre supplémentaire. Alors, idéalement, cette année, il faudrait 2 personnes, des menuisiers qualifiés. Les gens font plus de finition, il y a des gens qui osent poser leur parquet eux-mêmes, il y a des gens qui se tentent. Après, ils font appel à nous quand ils n'y arrivent pas. En 2020, année économique si particulière à cause de la pandémie, le BTP n'a enregistré que 15% de baisse d'activité, des pertes que les professionnels espèrent compenser en 2021. Le département de la Gironde lance un projet de maraîchage biologique dans le Médoc. C'est le projet Nodris, 43 hectares de terre qui mêlent agriculture mais aussi lieux culturels et artistiques. Ce sont ainsi 8 hectares qui pourront accueillir jusqu'à 4 maraîchers pour fournir une production locale et bio pour les cuisines des 5 collèges du Médoc, mais aussi la demande locale. 3 agriculteurs ont à ce jour été désignés. L'une d'entre eux élèvera des chèvres sur le domaine. Je suis impatiente, je crois que c'est ça le mot à retenir, impatiente. On a hâte que ça commence, d'accueillir les premières chèvres sur le site et puis aussi les premiers visiteurs pour venir voir la ferme, le cadre de vie. Parce que c'est ça aussi qui m'intéressait, c'était d'inviter les gens à sortir de la ville et à voir ce qui se passe dans les campagnes. J'avais besoin de faire un changement de vie, comme beaucoup de Français, je pense aussi actuellement. Pourquoi les chèvres ? En fait, j'allais souvent à la ferme avec mes parents quand j'étais petite et j'étais la première à rentrer dans l'enclos. J'ai toujours beaucoup aimé cet animal.
Il y a un engouement, oui, aujourd'hui. On sent que beaucoup de personnes s'impliquent aujourd'hui dans le milieu agricole, se forment, apprennent, ne sont pas d'ailleurs forcément issus du milieu agricole, mais ont envie d'une vie différente, qui soit plus respectueuse de l'environnement, qui soit plus saine aussi pour l'alimentation et pour la santé publique. Donc effectivement, c'est un mouvement qui est assez fort, notamment ici en Gironde, et avec la difficulté de trouver des terres et de pouvoir s'implanter et pratiquer, d'où l'intérêt d'en proposer au travers d'un domaine départemental. Dans les Landes ce vendredi, c'est avec Arnaud Bernard. L'actualité d'Aquoise aujourd'hui, ce sont les obsèques de Jean-Pierre Bastia, qui est décédé mercredi à l'âge de 71 ans. Jean-Pierre Bastia, donc, un enfant du pays qui avait su se construire une carrière nationale, voire internationale. Dans un premier temps, en tant que joueur de rugby avec l'US Dax, puis le 15 de France. Vainqueur du Grand Chelem en 1977, à l'occasion du tournoi des 5 Nations, également membre de l'équipe des Barbarians. Et puis Jean-Pierre Bastia, à Dax, ce n'était pas seulement le joueur de rugby, c'était également l'entrepreneur, puisqu'il avait su rebondir après sa carrière sportive, qu'il était particulièrement investi dans les milieux économiques d'Aqua. Et donc aujourd'hui, on attendait beaucoup de monde à la cathédrale de Dax pour lui rendre un dernier hommage. Allez, retour à Bordeaux, ou moins juste à côté, avec Planète Bordeaux qui va faire peau neuve. C'est le site œnotouristique du syndicat des Bordeaux et Bordeaux Supérieur. Il est installé à Béchac-et-Caillaux, un bâtiment qui a vieilli et qui souhaite se réinventer à côté et en complément de la Cité du Vin. Voté par le conseil d'administration, le projet pourrait démarrer dans 6 à 8 mois et offrir plus de convivialité autour de ces viticulteurs et de leurs produits. Dominique Parmentier. Soyez les bienvenus à Planète Bordeaux. Ce sont nos vignerons de Bordeaux et Bordeaux Supérieur qui vous accueillent en ce lieu pour vous livrer leurs secrets et vous raconter les traditions que leurs familles se transmettent depuis des générations. Avant qu'elle ne devienne site œnotouristique avec la création de Planète Bordeaux en 1998, ce qui était novateur pour l'époque, la Maison de la Qualité, ou Maison des Vignerons, a été édifiée en 1979 pour accueillir alors le jeune syndicat viticole régional des AOC Bordeaux et Bordeaux Supérieur. Il fédère aujourd'hui quelques 4500 viticulteurs et représente plus de la moitié du vignoble bordelais. Planète Bordeaux est en quelque sorte leur vitrine, permettant de montrer leur métier, leur savoir-faire, avec des espaces ludiques, et aussi une cave avec plus de 800 références de leurs vins. Les bonnes années, on a compté jusqu'à 15 000 visiteurs par an. Et puis, les temps ont changé. À un moment donné, notre outil est vieillissant. La situation économique de nos appellations, les différentes successions d'incidents climatiques, etc., ont fait qu'on a peut-être pensé à cette réhabilitation, à ce renouveau il y a déjà 8-9 ans. Nous ne l'avons pas fait. Ensuite, il y a eu la Cité du Vin. Mais la Cité du Vin est une très belle chose dans notre région. On s'aperçoit que l'œnotourisme fonctionne quand on n'est pas en mesure sanitaire, bien sûr, quand on arrive à ramener du monde. Donc aujourd'hui, ça nous conforte dans notre idée de relancer un nouveau projet. Le but n'est pas de concurrencer du tout la Cité du Vin, mais d'être complémentaire, d'offrir une offre un petit peu différente, plus sur l'humain, plus sur le vigneron, plus sur la nature. La cave en particulier sera plus mise en valeur. Et autour de ça, donc plusieurs ateliers, un atelier restauration avec des ateliers sur le goût, les accords mets-vins, des ateliers un petit peu plus ludiques et aussi un espace multisensoriel qu'on va appeler un petit peu plus digital pour les populations les plus jeunes pour appréhender un petit peu le métier de vigneron. Coût total de l'opération, 4 millions d'euros, financés par des subventions et la structure elle-même. Objectif, 23 000 visiteurs par an pour atteindre l'équilibre financier. Les premiers coups de pioche pourraient être donnés dans 6 ou 8 mois pour une finalisation d'ici 3 ans, quand la crise sanitaire sera derrière nous. Et un phénomène à présent, le nombre des trottinettes électriques a littéralement explosé dans les centres-villes de France. Leur usage est devenu un moyen de transport à part entière pour les citadins. Et à Bordeaux, pas moins de 10 entreprises se partagent le gâteau. Un engouement qu'il a fallu réguler. Les prestataires s'adaptent et n'hésitent d'ailleurs pas à casser les prix pour rester compétitifs. Baptiste Mouget. Rouler, mais sous conditions. Place de stationnement dédiée, nombre d'appareils limité. Voilà comment la mairie et les loueurs de trottinettes se sont arrangés pour éviter l'encombrement des trottoirs dans le centre-ville. En fait, ces règles, elles sont indispensables puisqu'on s'est rendu compte, avec le nombre de trottinettes qui arrivent dans les villes, que si on veut que ça reste un service,
accessible à tous et vraiment qu'il soit pour tous. Il faut qu'il y ait ces règles, et notamment le stationnement qui est extrêmement important. Pour se démarquer sur un marché très concurrentiel, cette entreprise a supprimé les frais de déverrouillage de ses engins qu'elle a façonnés de manière plus écolo. C'est des trottinettes à batterie amovible, c'est-à-dire qu'on ne déplace plus les trottinettes, on vient juste changer la batterie. Donc, ce qui permet de réduire de 56% les émissions de carbone par rapport aux anciens modèles, aux anciennes utilisations. Et sur son vélo, c'est ce coursier qui est chargé de leur entretien. Ça permet d'éviter d'avoir des camions en centre-ville qui s'occupent de la distribution et de l'affectement des trottinettes. Et du coup, ça fait marcher aussi l'économie locale. Au total, Bordeaux compte exactement 1000 trottinettes électriques en libre service, dispersées dans son centre-ville. Allez, restez avec nous. Dans un instant, nous parlons du Max Sud-Ouest avec Nicolas Espitalier qui sera avec nous sur ce plateau. Et tout de suite après, le 19h Sport avec Bastien Loquet et les affiches du week-end.